Au début de l'histoire, on voit la vue depuis le haut d'un immeuble vers le bas, exactement ce que regarde aussi notre personnage principal. Son regard se pose alors sur l'écran publicitaire de l'immeuble d'en face, qui parle d'un emploi dans une université, classé numéro 1 en taux d'embauche. Ensuite, on nous montre que notre MC se tient juste au bord de cet immeuble. En termes simples, sa vie est dans une situation extrêmement dangereuse. À cause de cela, il est venu ici aujourd'hui avec l'intention claire de sauter dans le vide. Mais comment sa vie en est-elle arrivée là, au point que mettre fin à ses jours lui semble plus apaisant que de survivre? Pour le comprendre, on nous montre une scène de son passé. On voit une petite cabane construite sur une maison dans le quartier, dans un état extrêmement sale à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est là que vit notre gars. Il s'appelle Ege Choi et il a 31 ans. Autrement dit, il est en pleine compétition avec Popalal. Il est stressé parce que 5 années se sont écoulées depuis qu'il a obtenu son diplôme universitaire, mais malgré de nombreuses tentatives, il n'a pas trouvé de travail. Il est toujours à la recherche d'un emploi. Pour survivre, il avait investi de l'argent dans les crypto-monnaies, mais il a subi une perte parce qu'il n'a pas été prudent. Il a tout investi. Et avant même qu'il ne se remette de ce choc, son propriétaire frappe à la porte pour réclamer le loyer. N'ayant pas d'argent, il éteint rapidement la télévision et va se cacher sur le côté. Bien sûr, le propriétaire sait très bien qu'il est à l'intérieur, mais qu'il ne paie pas. Il l'insulte violemment et lui dit que ce serait mieux qu'il ne vive même plus ici. Crève. En disant cela, il s'en va furieux. Après son départ, Ege retourne sur son ordinateur et postule à un entretien d'embauche, en se disant que s'il obtient ce travail, il pourra payer tout le loyer. Mais à ce moment-là, il reçoit un appel de sa mère, qui lui dit qu'il devra bientôt se rendre aux funérailles du cousin de son père. Dans la scène suivante, on le voit déjà sur place. Il pense que oui, c'était bien le cousin de son père, mais que ce type ne le connaissait même pas. À ce moment-là, il reçoit un message de son ami. « Frère, t'as entendu ce qui s'est passé ?» Ege demande « Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» La réponse arrive « Jinus se marie le mois prochain. Je viens de voir le post sur Facebook. » En lisant ce message, Ege se met à trembler. Leur rupture n'avait eu lieu que 3 mois plus tôt. À travers les souvenirs d'Ege, on voit que sa relation avec Jinus se passait très bien. Mais ensuite, Jinus a poursuivi ses études dans une excellente université, a décroché un bon emploi, tandis que notre gars ne trouvait toujours pas de travail. Malgré cela, Jinus l'a soutenu pendant longtemps. Mais 3 mois plus tôt, elle a fini par être épuisée par tout cela et lui a finalement demandé s'il voulait vraiment vivre une vie où il n'aurait rien à faire. Mais Ege était absorbé par ses investissements en crypto-monnaie. Irrité par cela, Jinus lui dit qu'ils ne se reverront plus jamais, puis elle s'en va. On revient alors au présent. Il pense que 6 ans de relation sont partis en fumée. Il demande à son ami qui est l'homme avec qui elle va se marier, puis la conversation tourne à la discussion banale entre mecs. Stressé, il commence à boire. Mais à ce moment-là, un parent présent aux funérailles le remarque et vient immédiatement vers lui. « Alors mon garçon, comment va le travail ?» Alors que la vie d'Ege est complètement en ruine, il répond quand même « Oui, je travaille, oncle. Je me prépare toujours pour trouver un emploi. » Il n'a pas fini de parler que l'oncle commence à lui faire la leçon. « Quand j'avais ton âge, je faisais 5 ou 6 boulots et j'avais même des aventures dans 4 endroits différents. L'une d'elles était même le petit ami de ma femme. Si tu continues comme ça, tu finiras bon à rien toute ta vie. » En entendant ça, Ege laisse échapper, fou de rage, il parle vraiment trop. L'oncle réagit aussitôt, « Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ege, les dents serrées, répond « J'ai dit, tais-toi. » Il n'en faut pas plus pour que l'oncle s'énerve et fasse un scandale. Ege s'en va alors. De retour chez lui, après avoir beaucoup réfléchi, il décide d'appeler Gion. Par chance, Gion décroche. Il lui demande pourquoi elle se marie. Elle lui répond directement que s'il sait qu'elle se marie, il n'aurait même pas dû la contacter. Il lui demande une dernière chance. S'il obtient un emploi chez WS Electronics, est-ce qu'elle l'épousera? Mais Gion lui répond « Comment as-tu osé penser ça? Tu es inutile. » Et elle raccroche. Ege est complètement abattu. Il dit « Je vis comme ça, et en quoi est-ce ma faute? Il suffit juste que je réussisse une fois cet entretien dans cette grande entreprise. Ensuite, Jinus regrettera en me voyant, et ce vieil oncle qui me faisait la morale brûlera de jalousie. » Mais à ce moment-là, Ege reçoit un message de l'entreprise disant « Désolé, vous ne pouvez pas venir. Vous n'avez pas été sélectionné. » En un instant, toutes les routes vers l'avenir d'Ege se ferment.
Pour vivre une bonne vie, il faut de l'argent, mais il n'en a pas. Pour avoir de l'argent, il faut un emploi, mais il n'en a pas. Et sans emploi, pas de copine. En résumé, Dieu ne lui a rien donné, ni richesse, ni célébrité, ni respect. Il n'a absolument rien. C'est pour cela qu'il se tient au sommet de l'immeuble, prêt à en finir. Il prend une profonde inspiration et se remémore tous les moments où il a été humilié. Puis il enlève ses chaussures, glisse une lettre dessous et saute dans le vide, en disant « Je suis un raté, un bon à rien, j'ai échoué. Que tout aille au diable. » Vivre était plus difficile que mourir. Je n'ai pas pu vivre la vie comme je le voulais, mais je peux contrôler ma mort. Tout ira bien. Il suffit juste une seule fois, que j'y mette fin. Et en disant cela, Ege met fin à sa vie. On nous montre clairement écrit « Ege Choi n'est plus ». Mais soudain, on entend une annonce faite dans un avion. En l'entendant, un inconnu se réveille brusquement. « What the... C'est quoi tout ça? Suis-je arrivé dans un avion après ma mort? Est-ce le paradis ou un autre endroit ?» En voyant son visage sur l'écran du siège, il est totalement choqué et commence à se questionner. « Ce n'est même pas mon visage. Qu'est-ce qui se passe ?» À ce moment-là, la femme assise à côté de lui dit « La mort est le seul moyen de mettre fin à la douleur, n'est-ce pas, Ege Choi? J'ai tout lu dans ta lettre. » Cela signifie que cet homme est bien Ege Choi, qui, après sa mort, s'est retrouvé dans le corps de quelqu'un d'autre. Il est complètement confus et se demande qui est cette femme qui connaît tout de lui et de sa lettre. Elle lui explique simplement « Ege Choi, tu es mort, et maintenant tu mourras encore. Voici ma carte de visite, et mon nom est Des. » On voit alors la carte, avec un crâne dessiné dessus. Autrement dit, ce n'est autre que Lady Des. En apprenant cela, Ege panique complètement. Mais aussitôt, elle lui dit « Je suis la mort elle-même, celle que tu as traitée comme un jeu en mettant fin à ta vie. Tu es le premier humain à m'avoir fait ressentir quelque chose d'aussi dégoûtant. » À travers les yeux de son nouveau corps, Ege voit que les yeux de Lady Des brûlent d'une colère intense. Elle lui dit ensuite qu'il a vraiment pris la mort à la légère et que c'est pour cette raison qu'elle est venue ici pour le punir. Ege se demande alors « Après avoir vécu une vie aussi misérable, vais-je encore recevoir une punition ?» Mais Lady Des lui répond « Pas du tout. Ta vie ne m'intéresse en rien. Tu n'es pas puni parce que ta vie était mauvaise. Tu subis ce châtiment parce que tu as pris la mort trop à la légère. » Ege se dit alors « Si c'est comme ça, madame, envoyez-moi en enfer. » Des lui répond « Tu crois vraiment que je suis un démon ou quelque chose comme ça? Après l'acte que tu as commis en mettant fin à ta vie, tu ne penses pas mériter une punition? Comme je l'ai dit au début, tu vas mourir encore une fois. Tout expliquer est très compliqué, c'est pour ça que j'ai tout écrit derrière ta lettre. Lis-la attentivement. En réalité, c'est la même chose que ce qui est déjà écrit, mais en plus détaillé. En résumé, Lady Des veut dire qu'Ege a accepté sa mort trop facilement. Il n'a pas vraiment souffert, et c'est pour cela qu'il va maintenant endurer toute cette souffrance. Ce cycle se répétera 13 fois. À chaque fois, il mourra et renaîtra dans un nouveau corps, un corps destiné à mourir très prochainement. En lisant cela, Ege réalise que c'est pour cette raison que son visage est légèrement différent. Le corps du businessman dans lequel il se trouve actuellement est aussi destiné à mourir. Au dos du papier, Lady Des a également écrit que personne ne peut changer cette loi. Peu importe dans quel corps il renaît, il devra mourir encore et encore. Mais s'il parvient à empêcher l'événement de mort dans ce corps précis, alors la mort lui permettra de rester dans ce corps et d'y vivre toute sa vie. Après avoir lu tous ces détails, Des lui dit de regarder son apparence. Ege voit qu'il porte une montre en édition limitée ultra luxueuse, au niveau des embadis, des chaussures japonaises et un costume pakistanais. Elle lui dit alors « Maintenant que tu as confirmé tout ça, Ege Choi, fais ce que tu peux contrôler selon ta volonté. Si, dans cette vie, tu arrives par tous les moyens à éviter l'événement de ta mort, tu pourras vivre cette vie librement et heureux. » En voyant cette richesse incroyable, Ege est très heureux, au moins il a eu une chance. Lady Des rit de manière sarcastique et lui dit que peut-être maintenant il accordera un peu plus de valeur à sa vie. Autrement dit, il a compris le jeu auquel il va jouer. Elle dit ensuite qu'il est temps pour elle de partir. Elle claque des doigts et on voit des éclairs fendre le ciel, au milieu desquels l'avion dans lequel se trouve Ege dans son nouveau corps continue de voler. Pendant un instant, Ege est heureux en se disant qu'il va enfin vivre cette vie. Mais soudain, une annonce retentit dans l'avion. « Mesdames et messieurs, notre avion traverse actuellement une zone de forte turbulence et de tempête. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité. » À ce moment-là, la foudre frappe l'avion. Avec la secousse,
EG comprend que son heure est peut-être déjà revenue. Les autres passagers sont également affectés, mais EG veut absolument conserver cette nouvelle vie. Il tente tout ce qui est possible. L'hôtesse lui dit de ne pas paniquer, que ce n'est rien de grave et que c'est normal, mais il refuse de se calmer. Il applique son propre protocole de survie. Il survivra et vivra cette belle vie. Finalement, l'avion traverse la tempête et tout le monde est sauvé. L'hôtesse le regarde étrangement et lui dit « S'il vous plaît monsieur, vous pouvez enlever votre gilet de sauvetage. Tout est sécurisé maintenant. » Dans toute la classe affaires, EG est assis seul et regarde sa Rolex. En la regardant, il se souvient de son passé, lorsqu'il était dans l'armée et qu'il voyait ce genre d'objet de luxe, imaginant qu'un jour tout cela serait à lui. Il se rappelle aussi des moments où il s'amusait avec un ami. Puis, soudainement, à la télévision, une chanson d'une pop star très célèbre commence à jouer. Tous les gars de sa promotion, lui compris, étaient de grands fans de cette pop star. Son nom était Lina. On revient ensuite au présent, dans le nouveau corps d'EG. Il pense à quel point sa vie précédente était misérable. Mais soudain, une boule lumineuse apparaît devant lui. Lorsqu'elle s'approche de sa tête, il reçoit toutes les informations sur l'identité de ce nouveau corps. L'homme s'appelle Tezo Park, il a 35 ans et est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ses amis étaient aussi riches que lui et recevaient une éducation privée. Malgré cela, ils ont tous échoué, mais comme il était extrêmement riche, cela n'avait pas beaucoup d'importance pour lui. Il a dépensé son argent sans compter pour s'amuser. Pour réaliser le rêve de son grand-père, il a rejoint l'armée, achetant même un bon poste grâce à son argent. Mais pendant son service, il passait son temps à jouer, ce qui lui a valu d'être renvoyé. Ensuite, il devait trouver un emploi pour survivre, mais il refusait de travailler sous les ordres de quelqu'un. Avec l'argent de son père, il a donc créé sa propre entreprise et est devenu PDG. Depuis, il publie en ligne des photos de luxe pour faire bonne impression, alors qu'en réalité, c'est une personne insignifiante. Mais grâce à la puissance de l'argent, il possède une Rolls-Royce et une petite amie ressemblant à une actrice. Avec cela, l'afflux d'informations dans la conscience d'EG s'arrête. Il comprend alors que le corps dans lequel il se trouve appartient à un véritable salaud. À travers ses nouveaux souvenirs, il se rappelle aussi de sa petite amie, qui n'est autre que la même fille que lui et ses amis admiraient autrefois, la pop star Lina. Ironie de la vie. Un homme qui a tout fait sans rien obtenir, et un autre qui n'a rien fait mais a tout reçu. EG sort son téléphone de sa poche et voit en fond d'écran une photo de lui avec Lina. À travers ses souvenirs, il se rappelle quelques moments tendres et sourit intérieurement en pensant qu'il vivra encore plus tout cela à l'avenir. Mais quand la malchance s'acharne, que peut-on y faire? Par la fenêtre de l'avion, on voit clairement de la fumée noire s'échapper. 2 moteurs sur un côté sont hors service. Un peu plus loin, l'avion s'écrase. En lettres rouges apparaît « EG Choi est mort à nouveau ». Puis, dans la scène suivante, EG ouvre de nouveau les yeux. Cette fois, il est dans un endroit différent et Lady Death est assise devant lui. Elle dit « Alors, tu es encore mort ». Sur la table de Death, on voit un revolver et 12 balles. Elle lui dit qu'il ne lui reste plus que 12 chances. Il peut les considérer comme 12 vies ou 12 morts. Chaque fois qu'elle tirera une balle dans sa tête, il mourra ici et renaîtra dans une nouvelle vie, et le destin jouera encore avec lui pour le ramener ici après sa mort. EG panique une fois de plus, puis demande si cet endroit est l'enfer ou un autre lieu. Elle répond que ce n'est ni l'enfer ni le paradis, mais son royaume. EG demande alors ce qu'était cette information lumineuse. Death, en rechargeant le chargeur du revolver, lui répond que c'était une information spéciale concernant le propriétaire original du corps, à laquelle il a droit puisqu'il a vécu cette vie. EG demande ensuite ce qui va se passer. Est-ce que ce corps ne lui sera plus jamais rendu? Death répond que non, car puisqu'il a pris la vie pour un jeu, cela est devenu un véritable jeu pour lui. Les données du propriétaire original seront conservées, mais lorsqu'il vivra ses vies, il ne verra que leur fin. Et c'est ainsi que le jeu se terminera. Il entrera dans de nouveaux corps uniquement lorsqu'ils seront proches de leur fin. S'il fait des efforts, il pourra voir une nouvelle version de cette fin, voire devenir un survivant. EG, un peu en colère, demande s'il peut vraiment survivre avec un peu d'effort, car comment survivre dans un avion en train de s'écraser? Mais Death n'est déjà plus à sa place. Elle le met en joue par derrière et lui dit que c'est à lui de le découvrir. De son côté, c'est un bonus, une punition pour lui faire comprendre à quel point la mort est réellement douloureuse. Elle lui rappelle qu'elle a déjà dit que s'il essayait, il pouvait survivre et continuer à vivre. Elle lui demande de lui faire confiance et annonce le début du 2e round. Puis, sans plus attendre, Death lui tire une balle dans la tête.
et les yeux d'Ege s'ouvrent dans un nouveau corps, déjà couvert de sang, qui ressemble à celui d'un gangster. À peine a-t-il repris conscience qu'un homme en costume s'approche de lui et lui dit « Alors, tu t'es enfin réveillé, traître? As-tu une dernière volonté ?» Dans cet état pitoyable, Ege se souvient que Death lui avait dit de lui faire confiance. S'il faisait des efforts, il pourrait survivre. Mais ici, tout est déjà perdu. Ses mains sont attachées, son corps est complètement passé à tabac, et cet homme sinistre est sur le point de le tuer. Il comprend alors que Death s'est moqué de lui et, furieux, l'insulte. Mais aussitôt, l'homme en costume abat violemment un marteau sur le visage de ce nouveau corps. Une nouvelle fois apparaît l'inscription « Ege Choi est mort à nouveau ». Il se réveille de nouveau dans le royaume de Death, assise devant lui. Ege essaie de parler, mais avant même qu'il n'ouvre la bouche, elle lui pointe son arme. Ege lui dit de patienter, qu'il veut parler. Il lui reproche alors « Tu m'as dit de te faire confiance. Je l'ai fait, et regarde ce qui m'est arrivé. Je n'ai même pas reçu ce fameux globe lumineux d'information. À peine j'ai ouvert les yeux que j'étais déjà mort. » Lady Death, furieuse, lui jette un livre au visage, car il lui a parlé avec colère. Elle lui dit de lui parler en connaissant sa place et de rester courbé devant elle. Il est en colère parce qu'il est mort, mais apparemment, c'est exactement ce qu'il voulait aussi dans sa vraie vie, puisqu'il s'est suicidé. Ege répond qu'il a pris cette décision parce qu'il était un échec dans sa vie. Death lui met une gifle et lui dit que son honneur n'avait pourtant pas été détruit. Ege Choi fait partie de ces gens médiocres qui ne se soucient que d'eux-mêmes. Ege réplique que si c'est sa vie, il doit bien se soucier de lui-même. Mais avant même qu'il ne finisse sa phrase, Death lui enfonce le canon de son arme dans la bouche. Elle lui dit alors une seule chose. Il devra désormais vivre sa vie par ses propres moyens et survivre. Et sur ces mots, Ege arrive dans une nouvelle vie, celle d'un enfant faible et sans défense, victime de harcèlement à l'école. Même si ce corps est celui d'un petit écolier, la conscience à l'intérieur est toujours celle d'Ege, âgé de 30 ans. Il est choqué par cette expérience unique. Cette fois, il vit vraiment la vie d'un gamin d'école. Mais soudain, un élève du groupe devant lui le bouscule et le frappe. La scène se déplace ensuite en classe, et Ege repense encore aux paroles de Death. Ce qu'elle a dit est vrai, mais il est maintenant un collégien ridicule, harcelé par ses camarades. À ce moment-là, il voit apparaître depuis le livre ce globe lumineux d'information. Grâce à lui, il reçoit les souvenirs de la vie de cet enfant. Son nom est Akjin, il a 15 ans, et il est très gentil et au cœur pur. Ses parents sont également de bonnes personnes et travaillent jour et nuit pour lui offrir une meilleure vie, car il est leur fils unique. De la maternelle à l'école primaire, tout allait bien, mais les vrais problèmes ont commencé au collège. Son caractère n'est pas faible, mais les élèves de sa classe sont cruels. À cause de sa gentillesse, il est devenu leur cible et subit constamment du harcèlement. Et ainsi, le flux d'informations s'arrête. En regardant le livre, Ege pense que ces types sont vraiment des salauds. Il remarque aussi que le contenu du livre est très facile pour lui. Il comprend immédiatement que s'il évite l'événement de mort dans cette vie, il peut obtenir de bonnes notes au collège et ainsi améliorer son avenir. La scène se déplace vers la récréation. On voit le garçon qui le harcèle occupé sur son téléphone. Soudain, une grande ombre apparaît devant lui. C'est le petit Ege, une chaise à la main. L'instant d'après, il fracasse la chaise sur le visage du harceleur. Tous les élèves sont choqués. Mais le petit Ege continue de le frapper sans s'arrêter. Dans sa tête, il se répète les paroles de Death, il doit survivre par lui-même. Dans la scène suivante, on voit que le harceleur est complètement écrasé. Ege lui dit, furieux, de ne plus jamais le provoquer. C'est à ce moment-là qu'on apprend le nom du harceleur, Jun Chong. Mais aussitôt, un garçon costaud du groupe de Jun Chong vient chercher des ennuis à Ege. Ege pense pouvoir le battre et lance une attaque, mais l'autre l'attrape et lui inflige un puissant choc slam. Il réalise alors qu'il a certes l'intelligence et l'expérience d'un homme de 30 ans, mais pas le corps. Il reçoit encore quelques coups. Jun Chong s'approche aussi et lui donne quelques coups supplémentaires. Pourtant, Ege ne renonce pas. Il dit directement à Jun Chong qu'il doit le prendre pour un lâche, mais que le véritable lâche, c'est lui, car il n'ose se battre qu'entouré de ses hommes. Même maintenant, il agit de la même manière. En réalité, ce sont eux les plus lâches, pas lui. Cette remarque déclenche Jun Chong, qui s'apprête à lui donner un coup de poing, mais le garçon costaud l'arrête et lui dit de laisser tomber, de mettre fin à cette histoire, d'autant plus que le cours va commencer. Le conflit s'apaise ainsi. Pendant le cours, Ege pense que si Jun Chong avait été seul, il n'y aurait eu aucun problème. Mais ce garçon musclé, en chaud, est vraiment dangereux.
Il se demande alors s'il devrait se plaindre au professeur, mais se souvient que, dans le passé, cet enfant l'avait déjà fait. Le professeur avait tenté une médiation, mais rien n'avait changé, et la situation était même devenue pire. En réfléchissant à tout cela, la journée d'école se termine. Soudain, la main de Jun Chong se pose sur l'épaule d'E.G. Lui et ses camarades l'emmènent dans un coin et recommencent à le harceler. Mais à ce moment-là, une fille de leur classe arrive et dit à Jun Chong qu'ils avaient décidé d'aller au karaoké après l'école. Elle lui demande ce qu'il est en train de faire. Grâce à cela, E.G. s'en sort pour aujourd'hui. Il se demande alors si cette fille l'a aidé intentionnellement. Mais il se dit aussi qu'elle est encore pire que Jun Chong. Attendez de voir la suite. Dans la scène suivante, E.G. rentre chez lui en pensant qu'il a compris à son regard qu'elle n'est pas une bonne fille. En réalité, c'est vrai, avec 30 ans d'expérience, il a déjà vu beaucoup de femmes. En pensant à cela, il en oublie qu'il traverse la route et échappe de justesse à un accident. Il se dit alors que si c'était un événement de mort, il serait déjà retourné chez Death. Alors, comment cette vie va-t-elle se terminer? Il rentre chez lui en se fiant à ses souvenirs et voit que c'est une maison ordinaire, mais correcte. Il s'assoit à son bureau et remarque certaines choses. Son regard se pose sur un petit journal intime, appartenant au véritable propriétaire du corps. À l'intérieur sont écrites des choses très sombres. Je me déteste. J'ai menti à mes parents pour leur prendre de l'argent et le donner aux policiers afin qu'ils ne me frappent pas. Mais rien n'a changé. Le nom de Jun Chong y est aussi mentionné. En tournant la page, E.G. découvre des phrases encore plus perturbantes. S'il vous plaît, ne me détestez pas, sinon je mourrai. Je ne supporte plus cette douleur. Je veux mourir. Pourquoi me faites-vous ça? Quelle est ma faute? En lisant tout cela, E.G. comprend que cet enfant avait probablement, tout comme lui, envisagé de mettre fin à sa vie. Il regarde la photo des parents et se dit qu'ils n'ont aucune idée de ce que leur fils est en train d'endurer émotionnellement. Et à ce moment-là, il se souvient de sa vraie mère, du fait qu'il s'est jeté du haut d'un immeuble et a ruiné sa propre vie. Mais il n'a pas pensé une seule fois à sa mère. Après son départ, dans quel état devait-elle être? Puis, soudainement, il réalise qu'il ne devrait pas y penser, car tout cela appartient déjà au passé qu'il a laissé derrière lui. Même quand il était en vie, il n'a jamais rien fait de spécial pour sa mère, alors il n'a pas le droit d'y penser maintenant. Mais s'il a une chance de faire quelque chose de juste, alors il rendra justice à cette vie d'enfant, coûte que coûte. La scène se déplace ensuite au lendemain. On voit, dans la salle de classe, deux garçons discuter. Frère, hier Akjin a vraiment explosé Jun Chong avec une chaise. À ce moment-là, Jun Chong arrive derrière eux. Dehors, devant la classe, E.G. est déjà là. Et ne soyez pas confus, en réalité, le nom de cet enfant est Akjin, mais la conscience à l'intérieur de son corps est celle d'E.G., âgé de 30 ans. C'est pour ça que je l'appelle E.G. E.G. regarde à l'intérieur de la classe par la porte et la fenêtre, où Jun Chong est sur le point de tabasser un élève parce qu'il a mentionné l'incident de la chaise. Mais alors, le garçon costaud, Ancho, tente à nouveau d'arrêter Jun Chong, lui disant de laisser tomber, que l'autre a compris, et qu'il n'y a pas besoin de faire tout un scandale. Jun Chong lui donne alors une gifle en pleine figure en lui disant de rester à sa place s'il veut rester avec lui. À ce moment-là, Ancho s'excuse immédiatement. En voyant ça, E.G. est encore plus choqué. Pourquoi tout le monde dans la classe a-t-il si peur de ce type? Puis Jun Chong remarque E.G. et ordonne à Ancho d'aller l'attraper et de l'amener devant lui. Malgré sa carrure imposante, Ancho obéit, et le harcèlement recommence. Mais E.G. remarque alors une chose. Ancho n'aime pas non plus cette situation. La scène change ensuite, et le cours reprend normalement. Mais E.G. réfléchit à Ancho. Quel est le problème avec ce type? S'il déteste vraiment Jun Chong, alors il doit en faire son allié. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ancho part ensuite pour une pause toilette, et E.G. le remarque. Dans la scène suivante, E.G. le suit et essaie de lui parler dans les toilettes. Il lui dit qu'il sait qu'il peut battre Jun Chong facilement en 1 contre 1. Il sait qu'il a pris des coups des deux, mais à chaque fois, les coups d'Ancho lui ont fait encore plus mal. Alors pourquoi, même après une simple gifle, a-t-il autant peur de lui? En entendant ça, Ancho l'attrape immédiatement par le col en disant qu'il va lui montrer ce que signifie la peur. E.G. lui répond que c'est exactement de ça qu'il parle. S'il est si fort, pourquoi reste-t-il écrasé sous Jun Chong? Ancho finit par avouer qu'il ne reste pas sous lui par choix, mais parce qu'il y est obligé. En réalité, il déteste Jun Chong encore plus qu'E.G. À ce moment-là, Jun Chong entre dans les toilettes et demande ce qu'ils font là. E.G. se dit qu'il était en train de lui tirer des infos par ses émotions, mais que tout est maintenant fichu.
Ancho tape alors Ege sur la tête en disant qu'il ne sait pas pourquoi ce type est venu ici, et qu'il faisait juste une pause toilette. Jun Chong répond que ce n'est pas grave, et que c'est même bien qu'il est trouvé ici, puis lui demande si la gifle du matin lui fait encore mal. Ancho répond que oui. Jun Chong lui dit alors de ne plus jamais se mettre entre lui et ses affaires. Ancho, en ravalant sa colère, répond que d'accord. Ils se séparent ensuite. Ancho et Ege marchent ensemble dans le couloir. Ancho s'arrête soudain et dit à Ege que, puisqu'il lui a demandé s'il pouvait battre Jun Chong en 1 contre 1, il va lui répondre clairement, même avec un bras attaché, il pourrait le battre facilement. Le seul problème, c'est qu'au moment où quelqu'un touche Jun Chong, ceux qui sont derrière lui arrivent immédiatement pour l'aider. La scène passe ensuite au soir. On voit Ege s'entraîner dans le parc avec son petit corps, tout en regardant sur son téléphone une photo de Jun Chong avec un homme très costaud. Un flashback de l'école apparaît. Ancho lui explique que cet homme s'appelle Shangap, qu'il est leur aîné, extrêmement dangereux et puissant, et aussi l'ami d'enfance de Jun Chong. C'est grâce à lui que Jun Chong se sent intouchable, au point que même quelqu'un d'aussi fort que Ancho ne peut pas le toucher. Pendant qu'il s'entraîne, Ege a déjà élaboré un plan pour gérer ses collégiens. La scène passe au lendemain, à l'heure du déjeuner à l'école. Ege mange tranquillement, heureux. Mais Jun Chong lui donne soudain une tape et lui enfonce la tête dans son plateau. Ancho et son ami voient la scène, mais ne réagissent pas, car l'instant d'après, Ege renverse sa soupe de nouilles sur la tête de Jun Chong et s'enfuit immédiatement. À cause de cet incident, la réputation de Jun Chong est complètement détruite dans toute la cantine. Furieux, il ordonne à Ancho et à son ami d'aller attraper Ege. Mais Ancho répond que s'il part maintenant, il ne pourra même pas finir de manger, et que la pause sera terminée. Il lui dit plutôt d'aller se laver et de se nettoyer, car tout le monde se moque de lui. Même la petite amie de Jun Chong le regarde. La scène change alors. Un autre flashback apparaît, où Ancho et Ege planifient comment briser l'arrogance de Jun Chong. Ege lui avait dit que, quoi qu'il fasse, Ancho ne devait pas intervenir pour que le plan fonctionne. Et c'est exactement ce qu'il a fait à la cantine. La scène change encore, montrant une autre scène dans l'école. Dans le campus, on voit 3 élèves de 3e année, dont celui grâce auquel Jun Chong se sent si fort, accompagné d'un autre type glouton et d'un garçon mince et élégant. Ils discutent entre eux quand Jun Chong arrive. En voyant son état, l'aîné lui demande ce qui lui est arrivé. Jun Chong commence alors à se plaindre et raconte tout à celui qu'il considère comme un grand frère, lui demandant de l'aider une dernière fois. Comme ces types n'ont rien de mieux à faire, ils acceptent de régler l'affaire. Jun Chong repart alors, plein d'assurance. De son côté, Ancho panique à l'idée que les élèves de 3e année viennent et tabassent Ege. Il se précipite vers lui arrache son téléphone et lui demande ce qu'il est en train de faire, s'il a cherché les problèmes sans plan, car lui aussi pourrait en subir les conséquences. Ege le rassure en lui disant qu'il a tout préparé. Dans la scène suivante, on voit la bande des élèves de 3e année marcher fièrement dans le couloir. Dès qu'ils entrent dans la classe d'Ege, tout le monde est terrifié. Leur chef va directement voir Ancho et lui demande si c'est lui qui a provoqué son petit frère. Ancho répond que non et désigne Ege. Le chef se tourne vers Ege, qui est encore sur son téléphone. Soudain, il se plante devant lui et lui demande s'il a trop de graisse sur le corps. Ege répond calmement qu'il peut l'aider. En voyant son visage innocent, le chef est encore plus choqué. C'est vraiment ce gamin qui a humilié Jun Chong? Ses 2 acolytes sont eux aussi stupéfaits. Le chef, furieux, se tourne vers Jun Chong et lui reproche de l'avoir supplié pour une histoire aussi ridicule, l'insultant de faible et lui disant de ne plus jamais lui montrer son visage, car il fera comme s'il n'était jamais venu ici. En entendant cela, Jun Chong lui attrape les pieds. Mais l'autre, furieux, lui dit de ne plus jamais faire semblant de le connaître à partir d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, le plan d'Ege réussit. Il savait que ce genre de type qui fonctionne en clan accorde une importance extrême à leur réputation. Ils ne se lancent pas dans des conflits inutiles juste parce que quelqu'un le leur demande. Après leur départ, Ege confirme à Jun Chong qu'il ferait mieux désormais de rester à sa place. Mais Jun Chong ne montre aucun signe d'amélioration. Il tente encore une fois d'attaquer, mais cette fois Ancho intervient. Il sort la main de sa poche et d'une seule gifle, fait voir des étoiles à Jun Chong. La gifle de Ancho est tellement violente que même la sandale de Jun Chong vole, et Ancho lui répète exactement la même phrase qu'il lui avait dite ce jour-là dans les toilettes. La prochaine fois, ne te mêle pas de ça, sinon tu te feras démonter. Autrement dit, Ege a réussi à réduire en miettes la réputation de Jun Chong devant toute la classe, tout en mettant sa nouvelle vie en mode survie. Et en l'espace de quelques jours seulement, la vie d'Ege change à 369 degrés. Il commence à vivre normalement sa vie scolaire.
Même ceux qui le considéraient comme faible évitent désormais de le provoquer. Sa relation avec Anshou devient plutôt correcte, et Anshou reconnaît son intelligence. En revanche, les mauvais jours de Jun Chong commencent. Au moindre petit choc, Anshou le traite comme un moustique, ce qui le terrorise. Fatigué et abattu, Jun Chong s'assoit dans un parc, où se trouve aussi son ancienne petite amie. Il essaie de lui parler, mais réalise alors qu'elle a déjà un nouveau copain. Et ce nouveau copain n'est autre que le type qui était venu en classe ce jour-là. À cet instant, tout devient clair pour lui. Ce qui se passe ensuite brise complètement le cœur de Jun Chong. On peut dire qu'il est encore vivant en apparence, mais qu'en réalité, tous les désirs de son cœur se sont déjà noyés dans les larmes. Il est déjà fini. La scène se déplace au soir du même jour. Heije entraîne intensément ce corps afin que sa croissance physique soit optimale. C'est alors que Jun Chong apparaît, telle une âme en peine, vêtue d'une capuche, répétant sans cesse, sous le choc, « Tout est de ta faute, tout est de ta faute ». Heije lui répond en lui demandant s'il est devenu fou ou s'il a bu, et lui dit de ne pas le mêler à ce qui lui est arrivé, car tout cela est de sa propre responsabilité. Après avoir dit cela, Heije se retourne et s'en va. Mais à ce moment-là, l'estime de soi de Jun Chong est totalement détruite. En une fraction de seconde, tous ses pires souvenirs lui reviennent, et la rage lui monte à la tête. Il remarque alors une brique posée là. La suite est évidente. Il saisit la pierre et la fracasse de toutes ses forces sur la tête d'Heije. Puis, en lettres rouges, il est affiché « Heije Choi est mort ». Les yeux d'Heije s'ouvrent à nouveau dans le domaine de la mort. En suppliant, il demande à la mort pourquoi cela est arrivé et pourquoi il est mort ainsi alors que, cette fois-ci, il n'avait rien fait de mal. La mort lui répond calmement que c'est la nature humaine. Autrement dit, lorsqu'il s'est suicidé, cela ne lui a pas causé autant de tourments, mais maintenant que quelqu'un d'autre l'a tué, il ressent la douleur, la souffrance et l'injustice. Heije lui demande alors comment le véritable Akjin est mort. La mort lui répond pourquoi elle devrait le lui dire. Heije lui rétorque qu'elle n'a pas besoin de le faire, car il a déjà compris. Akjin s'est suicidé, exactement comme lui. Il explique qu'il a tout fait pour éviter cet événement précis, mais que la mort avait préparé un autre scénario pour sa mort. Même si elle lui a expliqué les règles du jeu, maintenant elle est en train de le torturer. À ce moment-là, la mort lui donne une gifle, suivie d'un coup de poing dans le ventre, puis elle l'attrape par les cheveux et lui assène un coup de genou au visage. Elle pose ensuite son pied sur son visage et lui dit qu'elle ne lui a jamais menti, et que s'il lui parle encore de cette manière, elle lui écrasera le visage en un instant. Elle lui explique que, même si les règles disent qu'elle ne doit rien lui dire, puisqu'il doute d'elle, elle va lui révéler la vérité. Akjin est bien mort par suicide, mais après qu'Heije est entré dans son corps, les nouveaux événements n'ont rien à voir avec elle. Tout est le résultat de ses propres choix. Il a évité la mort une fois, mais à cause de ce qu'il a fait ensuite, il est revenu ici. En entendant cela, Heije devient complètement abattu. Il pense aux vrais parents de l'enfant et se souvient à nouveau de sa mère, se maudissant lui-même. Mais la mort a déjà pointé son arme sur sa tête. Elle lui dit que ce qui est passé et ne changera plus. S'il abandonne maintenant, le jeu n'aura aucun intérêt. Heije la supplie de ne pas le plonger dans des situations sans espoir, mais sans cela, où serait le plaisir? Sur ces mots, Heije ouvre les yeux dans un nouveau corps. Il est immergé dans l'eau, à l'intérieur d'un réservoir transparent, et ses vêtements laissent penser qu'il est magicien. En réalité, le public est venu assister à son spectacle de magie. La salle est bondée, et le magicien est enchaîné à l'intérieur du réservoir. Sur scène, l'animateur annonce à haute voix « Mesdames et messieurs, voici le célèbre magicien David Jang ». Sous l'eau, Heije ne comprend rien et agite ses mains menottées en demandant qu'on le libère, mais l'animateur continue son annonce en disant que le magicien va s'échapper. La panique d'Heije augmente, jusqu'à ce qu'il voit apparaître une sphère lumineuse d'input d'information. Il se dit qu'une fois qu'il l'obtiendra, il comprendra immédiatement la technique du magicien et pourra s'échapper. Mais avant que la sphère n'arrive jusqu'à lui, les assistants ferment le rideau et quelqu'un scelle le réservoir. Tous ses espoirs s'effondrent instantanément. Pourtant, l'input traverse les obstacles et entre à l'intérieur. L'animateur continue son compte à rebours, et au moment du 3, 2, 1, les mêmes lettres rouges apparaissent à nouveau. Heije Choi est mort encore une fois. En réalité, l'input met aussi du temps à s'activer, et Heije avait déjà dépassé ses limites sous l'eau, ce qui l'a empêché de survivre. Il se réveille encore une fois dans le territoire de la mort, qui est toujours là, tranquillement en train de jouer à son jeu. Heije se lève, va vers elle et lui demande une chaise pour s'asseoir aussi. D'un claquement de doigts, une chaise apparaît. Heije s'assoit et lui dit que mourir noyé était terrifiant.
Il a compris que la situation dans laquelle il s'était suicidé auparavant était totalement absurde. S'il avait obtenu ces informations un tout petit peu plus tôt, peut-être que j'aurais pu sortir de là. Death le fixe du regard et lui dit « Est-ce que tu penses encore, Ege Choi, que je te fais tout ça volontairement? Tu doutes de moi ?» Ege réagit en mode « Non, 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 madame, ce n'est pas ça. Je dis ça juste comme ça, parce que voir un aussi grand magicien mourir comme ça ne passe pas. Beaucoup de gens étaient venus le voir. Donc je suis juste un peu curieux de savoir comment il est mort exactement. » Death lui répond que ce n'est pas parce que tu serais sorti de là que tu aurais survécu. Ta mort peut venir de n'importe quoi. Si tu es debout sur scène et que quelque chose te tombe dessus, tu peux mourir. Après avoir terminé ton tour de magie, si tu fais soudainement une crise cardiaque, tu peux aussi mourir. Et c'est ça, la mort. Elle peut venir de n'importe où et de n'importe quelle façon. Ege répond que oui, il le sait. La punition qu'il reçoit lui fait comprendre tout ça. Mais ensuite, dans sa tête, il recommence à penser, c'est vraiment trop ennuyeux. Je vis, quelque chose se passe et je meurs. Puis elle me tue. Je reviens ici, je meurs encore. Je redeviens vivant là-bas, je meurs à nouveau et je reviens ici. Et soudain, Death se met en colère et lui dit, ce que tu es en train de penser, je l'entends, connard. Et c'est justement pour ça que tu reçois cette punition, parce que ton attitude n'a toujours pas changé. Et j'ai prends peur, et j'ai rien dit. Comment tu as entendu? Mais Death lui colle alors son arme sur la tête. À chaque fois que tu mourras, tu reviendras ici. C'est l'expiation de tes actes. Tu subiras encore plus les conséquences de ce que tu as fait de tes propres mains. L'instant d'après, Ege ouvre les yeux et on voit qu'il est maintenant dans le corps d'un vieil homme, assis sur le sol d'une vieille maison. Il comprend vite que cette fois, il est dans un corps de vieillard. Mais il remarque alors qu'un fil est attaché à sa jambe. Quand il soulève son pantalon, on découvre en même temps que lui qu'il porte un bracelet électronique à la cheville, celui qu'on met généralement aux criminels dangereux en résidence surveillée. Autrement dit, le corps dans lequel Ege se trouve appartient à Sugar Dadou, qui est en réalité un criminel. Ege est complètement choqué en voyant ce nouveau corps de vieil homme. En fait, il commence même à trembler. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Et à ce moment-là, des informations lui arrivent directement dans la tête. Avec ça, on découvre la véritable identité de ce corps. Cette personne s'appelle Gilakio, un raté inutile, égocentrique et narcissique, qui se croit supérieur aux autres. C'est le genre de type qui, à la moindre occasion, ramène un sujet au hasard pour se vanter lui-même. En ce moment, il est en train de raconter ses histoires d'armée à deux personnes. Il dit, ton frère, à l'armée, il en a planté des drapeaux. Il faisait sa loi. Peu importe le nombre de règles qu'ils imposaient, ton frère se baladait tranquillement les mains dans les poches. La discipline, il s'en foutait. Il raconte ensuite que même si les officiers de l'armée lui interdisaient de faire ça, il ne s'arrêtait jamais. Il marchait toujours avec arrogance, les mains dans les poches, et à cause de ça, il se faisait rétrograder et expulser à chaque fois. Mais malgré tout, il n'a jamais changé. Il a pourri l'ambiance de toute son unité, au point que même les officiers d'élite en avaient marre. Mais lui, il n'a jamais corrigé son comportement. En entendant tout ça, l'homme assis en face de lui dit « Frère, là c'était clairement ta faute. Il n'y a rien de glorieux à être fier de ça. Si, dans l'armée, les gens suivent les règles, c'est leur devoir. Tu crois qu'ils sont fous? Non, tu te fais des illusions. Tu penses qu'ils avaient peur de toi, c'est pour ça qu'ils ne disaient rien. Mais ce n'est pas ça. Ils ne voulaient juste pas avoir affaire à toi. C'est pour ça qu'ils t'ont mis à l'écart. » À peine il entend ça que Gilakio pète les plombs. Son ego est blessé. Il attrape une bouteille en verre et la fracasse sur la tête de l'autre homme, puis il s'en va. Et voilà la réalité. Il n'a ni argent dans sa vie, il a été viré de l'armée, il n'a ni femme ni enfant. Et malgré tout, son ego est à son maximum. Alors qu'il marche dans la rue, une fille passe à côté de lui et il se retourne pour la regarder. Et le démon en lui se réveille. Il a franchi un feu rouge sans conséquence. Il n'a pas respecté les règles et il ne lui est rien arrivé. Il vient même de fracasser la tête de quelqu'un et personne n'a rien pu lui faire. Il a l'impression d'être au-dessus des règles. La loi lui paraît insignifiante, et c'est pour ça qu'il commet son pire crime. Tu peux imaginer à quel point cet acte a été ignoble. Après ça, il a été arrêté et son côté monstrueux a été exposé au monde entier. Les gens ont compris à quel point il était un énorme salaud. À l'époque actuelle, même s'il a été libéré sous condition, il a passé 11 ans en prison. Et c'est pour ça qu'il a ce bracelet électronique à la cheville,
pour surveiller ses activités, où il va, ce qu'il mange et où il traîne. Dès que le flux d'informations se termine, EG est complètement sous le choc. Je suis dans le corps d'un criminel. Un salaud qu'on pourrait tuer sans que ça apporte la moindre paix au cœur. Il pense même un instant à se débarrasser aussi de ce corps, au moins pour s'en libérer. Mais il se souvient alors des paroles de Death. S'il fait ça, sa prochaine vie sera encore pire. En pensant à tout ça, il devient très anxieux. Mais il comprend une chose, ce corps finira forcément bientôt. C'est pour ça qu'il y est entré. Et à ce moment-là, le bracelet électronique se recharge complètement. Quand il le voit, il réalise que ce vieil homme a aussi un dispositif de géolocalisation. Et s'il l'endommage par erreur, il prendra 7 années de prison supplémentaire. Puis la faim se fait sentir. Il ouvre le frigo, il n'y a rien à manger, et il n'y a pas non plus d'argent dans la maison. Juste une carte de crédit. Il se prépare tant bien que mal pour aller acheter des courses et calmer sa faim. En marchant, il traverse le quartier, et soudain, le téléphone lié au dispositif de surveillance se met à sonner. On lui crie au téléphone, « Espèce d'idiot, cette zone t'est interdite. Il y a un centre pour enfants ici. Dégage immédiatement. » Il prend un autre chemin, mais le dispositif se remet à sonner. EG est extrêmement irrité. C'est lui qui a commis le crime, et c'est moi qui prends la punition ici. Plus tard, alors qu'il sort d'un magasin, EG est interpellé par un homme chauve qui a été payé pour lui faire payer toutes les horreurs qu'il a commises. EG tente de s'enfuir, mais le complice de l'homme lui bloque la route. Tous deux l'emmènent ensuite dans une maison abandonnée, où il commence à le torturer en suivant scrupuleusement les instructions du client. Au même moment, une main saisit un morceau de bois. Un mystérieux individu assomme l'un des agresseurs d'EG tout en consultant son téléphone. Le chauve tente alors de l'attaquer, mais l'homme lui arrache sa batte en métal et l'assomme à son tour. Il s'approche ensuite d'EG et lui demande s'il va bien. Après avoir ligoté les deux assaillants, il tend la batte à EG pour qu'il se venge. Mais EG refuse. Ils discutent encore un moment, puis l'inconnu accompagne le vieil EG jusqu'à sa maison. C'est alors que la main de cet homme se met à vibrer de façon étrange. EG lui demande ce qui se passe. « Tu verras bien, » répond-il. « Ne t'inquiète pas, oncle, ça arrive parfois. » Après le départ d'EG, l'homme fixe longuement sa main d'un air inquiétant. On revoit ensuite les mêmes individus qui torturaient EG auparavant, laissant entendre que l'inconnu n'en a pas encore fini avec eux. La scène change. On retrouve EG, totalement confus, se demandant ce qu'il va faire désormais. Assis sur son lit, il effectue des recherches sur le corps qu'il occupe, celui de Gilles, un criminel extrêmement dangereux. Une interview de Kilekyo est alors diffusée. La vidéo date d'avant le moment où EG est entré dans le corps du vieil homme. Le journaliste lui pose de nombreuses questions, mais l'égomaniaque Kilekyo ne montre aucune honte et répond sans détour. Le journaliste lui demande s'il ressent le moindre remords pour ce qu'il a fait à une jeune femme. Kilekyo affirme qu'il ne ressent rien, estimant avoir déjà payé sa dette en allant en prison et considérant que tout est désormais réglé. En voyant cela, EG est écœuré et à bout. Désespéré, il décide de se passer la corde au cou, lorsque le mystérieux inconnu de tout à l'heure surgit et l'en empêche. Avec un regard troublant, il lui dit « Oncle, ce n'est pas de cette façon que vous êtes censé mourir. » EG, voyant le sourire inquiétant du jeune homme, retire doucement sa corde et se prépare à fuir. Mais le type lui fait un suplex, le met KO, et l'emmène à nouveau dans l'appartement où il a tout préparé. À son réveil, EG voit que l'homme possède les affaires des deux voyous qu'il avait battus auparavant. Avant qu'EG puisse enquêter davantage, l'inconnu explique « Ton vieil homme était déjà sous mon radar. Je voulais juste te faire tomber dans ce piège. Tout ce que tu as vécu, c'était ma mise en scène. J'ai fait ça à beaucoup d'autres avant toi. J'aime jouer avec mes victimes. » C'est un véritable tueur en série qui prend plaisir à tuer. Il pointe du doigt la gorge d'EG et dit « C'est ici que je prends mon plaisir. » EG lui demande « Mais quel intérêt as-tu à tout ça? Pourquoi tu fais ça ?» Il répond « Je le fais juste pour le plaisir. » Puis il sort un sac et demande à EG « Si tu as un dernier souhait, dis-le maintenant. » EG réalise qu'il est complètement coincé, sans pouvoir agir. Soudain, le tueur plante un couteau sur un genou d'EG et dit « Si je faisais la moindre erreur, tu serais mort sur le coup. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi lentement. » Il retire le couteau, puis parle de son point de vue sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens gâchent les films en spoilant avant la sortie. Je n'aime pas ces gens. Moi, je suis un artiste, je manipule les émotions à travers mon article. Certains n'ont aucun talent mais un désir artistique. Moi,
je suis pareil. Et cette fois, ma tuerie sera un blockbuster. Il demande ensuite à Ege, comment veux-tu que je te tue? Tu es un grand criminel, et vu ce que tu as fait dans le passé, j'ai envie de te briser complètement. Puis il éclate de rire, et son sourire terrifiant fait paniquer Ege. Il tente de mordre sa langue pour mettre fin à ses souffrances, mais le tueur met ses doigts dans sa bouche. Le tueur exécute ensuite son plan favori, et on voit à l'écran en lettres rouges, Ege Choi est mort. Ege se réveille encore dans le domaine de Death, terrifié. Il attrape Death par la gorge et crie « Arrête !» Mais Death rit, le devance et lui dit « Ce que tu crois et ce que tu hurles est complètement faux. Tu ne comprends toujours pas ce qui se passe. Je t'ai déjà expliqué que je ne suis pas Dieu et que je ne contrôle pas tout. Tu pensais prendre Death à la légère, et voilà pourquoi tu subis cela. » Ege se souvient alors de sa mère, mais il continue à dire « Je n'ai rien fait de mal. » Death ouvre un tiroir et répond « Peu importe maintenant. Personne ne peut contrôler la mort. » Elle arme son pistolet. Ege, complètement brisé, s'agenouille « Arrêtez, pardonnez-moi. » Death lui dit « Tu n'as toujours pas compris le vrai sens de Death. » Ege feint d'accepter et se prépare à se laisser tomber, pensant que c'est son destin. Mais alors, il se réveille dans un nouveau corps, avec les cheveux colorés et un setup de streamer célèbre. Il réalise soudain qu'il est en live stream. Les commentaires affluent, et une superchat à 1001 apparaît avec des informations qui révèlent que ce corps appartient à Gushan Kim, alias Laskim, 31 ans, ancien élève moyen, incapable de sport mais excellent en comédie. Il a toujours fait rire et divertir son entourage au lycée, à l'université et même dans l'armée, mais dans la vraie vie, il est un loser, il s'est dit. Pourquoi ne pas ouvrir une chaîne YouTube et devenir streamer? En un an, il a atteint 1 million d'abonnés. Tout cela est arrivé parce qu'il savait faire des blagues, il savait plaisanter. C'est pour cette raison qu'il divertissait tout le monde, et c'est ainsi que se termine l'introduction des informations. Agi réalise qu'il a décroché le jackpot, car ce gars est quelqu'un de très riche. Pour se reprendre, il boit d'abord une gorgée d'eau. Mais soudain, il remarque le nombre de spectateurs sur son direct, 871 000. Sous le choc, il se renverse de l'eau sur le visage et tombe de sa chaise. Il se relève, se rassoit, et réalise que le public est totalement diverti par cela. Mais que doit-il faire maintenant? Pris de panique, il éteint précipitamment le PC en se disant qu'il ne veut plus streamer pour le moment. Lorsqu'il sort de sa salle de streaming, il découvre qu'il vit dans une maison luxueuse. Il pose confortablement son dos sur le canapé. C'est alors qu'il voit la télécommande à côté de lui et allume la télévision. Les informations parlent de Gil Yeoksu, annonçant que le redoutable criminel et prédateur sexuel Gil Yeoksu a été retrouvé mort. En voyant cela, il se souvient soudainement du tueur et éteint immédiatement la télévision. La peur de ce tueur est telle qu'il est encore terrifié, même dans cette nouvelle vie. Il commence aussitôt à planifier. La mort m'a envoyé dans cette vie après mûre réflexion. Cela signifie que dans un futur proche, un incident ou un accident se produira et cette vie se terminera aussi. Si je veux continuer à survivre, je dois éviter la mort. Tout en buvant un Coca-Cola, il comprend rapidement que la mort le renvoie dans le même monde, en changeant simplement de corps. Il décide alors de profiter de la richesse de ce corps. Eji planifie de cacher une grande partie de l'argent de ce riche streamer dans un endroit spécifique. Si je meurs après cela, je reviendrai dans une autre vie et je récupérerai cet argent. Cela rendra ma survie beaucoup plus facile. Il commence par les voitures de cet homme. En allant dans son parking personnel, il reste bouche bée car il y trouve des Ferrari, Mercedes, BMW, MSO, NCBC, tout y est. Il prend immédiatement sa voiture préférée et part à toute vitesse. Il passe sa soirée dans un endroit calme de la ville, où il fait l'expérience de la notoriété de ce corps. Les gens le reconnaissent, l'apprécient et plus encore, le respectent. Il possède même une solide base de fans. Dès le lendemain, il vend la voiture et retire tout l'argent du compte bancaire de ce corps, soit environ 1,4 milliard de wons. Il met également sa chaîne en or et sa montre en or dans un sac, scelle le tout et l'emporte dans une zone forestière reculée. Selon son plan, il creuse un trou et enterre soigneusement le sac, puis marque l'arbre situé exactement en face. Après avoir terminé cette tâche, alors qu'il descend la pente de la colline, il éprouve de grandes difficultés à marcher et à courir car ce corps n'est pas habitué à de tels efforts physiques. Il finit par trébucher et rouler au sol. Cette chute déclenche ses souvenirs de sa véritable vie, où il était petit, pleurant devant sa mère en demandant quand son père reviendrait. Comment sa mère aurait-elle pu dire au petit Eji que son père était déjà décédé? Depuis ce jour jusqu'à ses 25 ans,
Sa mère l'a soutenu à chaque étape. Il lui avait promis que tout irait bien après avoir trouvé un emploi, qu'il porterait de beaux costumes. Mais en réalité, il passait son temps à jouer aux jeux vidéo à la maison. Il ne parlait même pas correctement à sa mère lorsqu'elle l'appelait et inventait des excuses concernant son travail. Même lorsqu'il avait pris la décision de mettre fin à ses jours, sa mère essayait continuellement de l'appeler. Pourtant, il n'a répondu à aucun de ses appels. Nous savons tous ce qu'il a fait ensuite. Eugie n'a pas pensé une seule fois à sa mère avant de passer à l'acte. Pourtant, on nous montre que sa mère pensait à lui à chaque seconde. Comme Eugie ne répondait pas, la pauvre femme lui avait même envoyé un message, mais Eugie avait déjà mis fin à ses jours avant cela. La scène revient au présent. Un inconnu réveille Eugie. En reprenant connaissance, Eugie a les larmes aux yeux. Il se lève immédiatement et dit à l'homme « Je vais bien, monsieur, je ne suis pas blessé ». Interrogé sur sa présence ici, il répond qu'il était juste venu faire du jogging. Mais l'homme chauve lui dit « Non, mon enfant, tu ne devrais pas venir dans un tel endroit. C'est dangereux. Je vis ici dans les montagnes parce que je veux rester loin du monde. » Eugie prend congé poliment, mais on voit le regard suspect de l'homme chauve à la fin. De retour dans la maison luxueuse, il repense, en buvant un Coca-Cola, au souvenir de sa vraie vie. Le souvenir de sa mère lui revient et, de colère, il jette la canette. Il éprouve du dégoût envers lui-même pour ce qu'il a fait de sa véritable vie. Tourmenté, il commence à regarder les streams de son propre corps actuel car il n'arrive pas à dormir. Il a peur que s'il s'endort, il se réveille directement dans le royaume de la mort. Après avoir visionné quelques vidéos, il s'inspire de son corps actuel pour lancer un direct où il mange et boit devant son public. Heureusement, il reçoit une réponse très positive de l'audience. Le matin arrive alors qu'il stream encore. Épuisé, il va se coucher et, dès qu'il ferme les yeux, il se réveille directement dans le royaume de la mort. C'est exactement ce qu'il craignait. Même la mort est surprise. « Comment es-tu revenu si vite ?» Eugie répond « J'ai juste fermé les yeux là-bas et je me suis soudainement réveillé ici. » C'est absurde. Qui peut mourir d'une chose aussi banale? Mais la mort lui dit « Rappelle-toi bien de tes souvenirs. Après être revenu de la montagne, tu as streamé en continu. Tu as mangé n'importe quoi et tu as enchaîné les bouteilles avant de dormir. C'est tout ce dont tu te souviens, mais en réalité, chaque fois que tu essayais de dormir, tes souvenirs te réveillaient. Tu pensais sans cesse à ta vraie mère. À cause de cela, durant toute cette semaine, tu n'as pas pu dormir plus de 8 heures au total. C'est la raison du décès de ce corps. » C'est alors que J baisse les yeux et commence à sourire, car il avait déjà préparé un plan. En voyant son expression, la mort comprend qu'il a manigancé quelque chose et lui dit avant de lui tirer dessus « Va rire dans ta prochaine vie. » Eugie ouvre les yeux dans un nouveau corps et voit immédiatement qu'il est en prison. Il commence à se demander ce qu'il va faire et combien de temps il devra rester là, car il doit aller récupérer l'argent enterré. Soudain, un garde vient ouvrir la porte de sa cellule et l'emmène. Eugie pense un instant qu'il est enfin libéré, mais ce n'est pas le cas. Son corps actuel était placé en cellule d'isolement car il avait causé de gros problèmes par le passé. Il est maintenant de retour dans la population générale de la prison. Dès son arrivée, il se retrouve face à un criminel redoutable nommé Jachang. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. C'est l'homme qui avait tué Eugie lorsqu'il était dans le corps de l'enfant. En voyant son visage, Eugie est pris d'une telle rage qu'il commence à le passer à tabac. Il le frappe si violemment que les autres prisonniers prennent peur et tentent de l'arrêter. Ils s'y mettent tous pour maîtriser Eugie, et c'est à ce moment que l'introduction des informations pénètre dans son esprit par la fenêtre de la cellule. On apprend que ce corps s'appelle Tazan Gio, qu'il a actuellement 20 ans, et on voit des souvenirs datant d'il y a 3 ans, quand il en avait 17. Son père était bâti comme un athlète, fort et en forme, et grâce à ses gènes, Tazan est identique. Mais malgré cela, son père était un ivrogne de première classe qui maltraitait toujours la mère de Tazan. C'est dans cet environnement toxique que Tazan a grandi. Étant très doué pour la bagarre, il s'entendait bien avec les brutes de son école et dégageait une aura impressionnante. Il pratique le combat et malgré tout ce pouvoir, il n'a aucune copine à l'école car Tazan ne s'intéresse pas à ses futilités. La seule chose qu'il aime, c'est se battre, et il n'a jamais perdu un seul combat jusqu'à présent. Un jour, alors qu'il fume avec ses amis, un inconnu ivre s'approche et commence à lui faire la morale. Tazan le bête violemment, mais dans l'élan, il lui inflige de graves blessures. La police arrive, l'arrête, et selon les lois coréennes, il est condamné à 3 ans de prison pour mineur. Le temps a passé, il ne reste plus qu'1 mois avant sa libération. De retour au présent, il voit que les autres l'empêchent de continuer à frapper.
Il s'arrête en se disant qu'il ne frappera plus. Alors qu'il retourne à sa place, un codétenu lui dit qu'il ne devrait surtout pas s'en prendre à ce gars car c'est un vrai psychopathe. Nous sommes ici pour de petits crimes, mais lui, il a vraiment tué quelqu'un. C'est alors que Jun Chang se relève et confronte J, mais en voyant la carrure de J, il prend peur. Grâce à cet incident, J comprend que ce type n'a pas retenu la leçon, même en prison. Le lendemain, il le provoque ouvertement. Jun Chang et les autres prisonniers ignorent tout de la force de J. Ils ne savent pas que J connaît la vérité sur cet homme. Ce n'est qu'un lâche qui se donne de grands airs en restant entouré de gens puissants. En réalité, il n'est rien. Jun Chang essaie de jouer au psychopathe devant le nouveau corps de J en disant « Tu es ma prochaine victime, si tu te mets en travers de mon chemin, je t'écrase. » Mais en réalité, il est toujours en mode lâche. J utilise alors ses souvenirs passés pour dévoiler la vérité sur lui devant tout le monde. « Arrête de mentir, tu n'étais qu'un petit harceleur à l'école qui s'est fait corriger par tout le monde et ton ego n'a pas supporté le choc. Tes amis puissants t'ont abandonné, alors tu as tué cette petite fille en l'attaquant par derrière. Quel lâche tu fais ?» Tous les prisonniers écoutent. J lui murmure à l'oreille avec un sourire glacial. « Tu te demandes comment je sais tout ça? J'en ai rêvé. Dans mon rêve, ce petit garçon à la coupe au bol est venu et m'a tout raconté. » Jun Chang est terrifié. J révèle à tous « Regardez-le, c'est une lavette. Il vous a tous menés en bateau. Maintenant que vous savez que c'est une merde, débarrassez-vous-en. » En entendant cela, les prisonniers se jettent sur Jun Chang et lui infligent une correction mémorable. J apprend par ailleurs qu'il ne lui reste que 15 jours avant sa libération. Le jour suivant, J profite du temps libre avec d'autres détenus. Un homme s'approche de lui et une mémoire se déclenche. La dernière fois, le propriétaire actuel de son corps avait violemment battu cet homme dans les toilettes. C'était la raison pour laquelle il était à l'isolement au début. Cet homme revient avec des complices costauds et emmène J derrière le bâtiment de la prison. Il le félicite, et J pense que c'est parce qu'il va bientôt sortir. Mais soudain, il l'attaque. Un instant plus tard, on réalise que J les a tous battus à lui seul. Il n'arrive pas à croire à quel point son corps a réagi vite. Comme mentionné précédemment, il possède une génétique solide qui le rend rapide et apte au combat. J est ravi. Il pense déjà à récupérer l'argent enterré. « Je suis fort, en bonne santé, ma survie sera facile. » Pendant ce temps, dans sa cellule, les autres malmènent Jun Chang. J voit son visage et comprend qu'il va sûrement préparer un mauvais coup. La nuit, ce dernier se rend aux toilettes pour aiguiser le bout de sa brosse à dents. Mais devinez quoi? J l'attrape à main nue. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Jun Chang l'attaque, mais J, dans son corps d'athlète, l'arrête et lui demande avec colère. « Tu veux encore me tuer ?» Jun Chang est confus. « Encore? Qu'est-ce que tu racontes? Quand t'ai-je déjà tué ?» J lui met un coup de tête qui lui brise le nez, puis une gifle. Il sait que cela ne suffira pas à le changer et qu'il ne peut pas trop s'attirer d'ennui car sa libération est proche. Il choisit une autre tactique. Il demande à Jun Chang « Est-ce que ta joue te fait aussi mal que quand Hanseo te frappait ?» En entendant ce nom, Jun Chang panique. J révèle alors sa couverture. « Je suis cet enfant, Yukjin, que tu harcelais et que tu as tué. » Jun Chang hurle que c'est impossible. J le terrorise davantage en lui rappelant des détails précis. « Je me souviens de notre conversation avant que tu me frappes avec cette pierre. Veux-tu que je raconte comment je t'ai frappé avec une chaise de banc? Ou quand j'ai renversé un bol de soupe sur ta tête? Et quand tu t'es retrouvé seul à l'école, ta petite amie est partie avec un autre. » Après ces révélations, J livre une performance digne d'un Oscar, lève les yeux au ciel à la manière de l'Undertaker et dit « Partout où tu iras, je serai là. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne seras pas mort. » À ce moment précis, Jun Chang s'effondre mentalement et physiquement. Il tombe au sol et finit par se souiller de peur. Les jours suivants se passent dans le calme car Jun Chang est en état de choc total. Le jour J, J est libéré. Il remarque que personne n'est venu le chercher. Il prend le bus pour se rendre là où il a enterré l'argent. En chemin, il trouve le téléphone du propriétaire de ce corps, s'arrête dans un restaurant chinois pour manger copieusement et atteint enfin sa destination. J arrive avec une pelle, mais il tombe soudainement sur le même homme chauve qu'il avait rencontré dans sa vie précédente. Il prétend être venu faire de la randonnée, mais l'homme fixe la pelle. Il demande à J de lui donner sa pelle. J remarque alors que l'homme porte à son poignet la montre en or de sa vie précédente. C'est la montre qu'il avait mise dans le sac enterré. Cela signifie que l'homme a déterré le sac après son départ. Avant que J ne puisse réagir,
L'homme chauve l'attaque avec la pelle. Eugénie se réveille à nouveau dans son corps actuel, mais il est ligoté devant une maison au milieu de la forêt. Le Johnny Saint des montagnes qui l'a amené ici se comporte comme un boucher. On comprend ce qu'il compte faire d'Eugénie. Le pauvre J était venu chercher de l'argent pour assurer sa survie, mais il se retrouve malheureusement face à la mort. Comme on dit, j'ai fait tant d'efforts, je suis allé si loin, mais au final, cela n'a aucune importance.